Bonjour à tous. Alors je refais un enregistrement pour parler des manières de jeûner, parce que c'est un sujet important qui n'est pas toujours compris, en tout cas qui revient tout le temps, et pour vous montrer une autre façon d'aborder les choses par rapport à ma au premier audio. En fait, j'avais été amenée à faire ce schéma en stage parce que je voyais que c'était pas encore très clair et je voulais vraiment exprimer les choses différemment. Et surtout, montrer que c'est un continuum et finalement, il n'y a pas des catégories de jeûne dans lesquelles il faut s'inscrire, mais vraiment un dégradé. Et c'est ce que je montre ici, on va l'explorer ensemble. Donc, la question qui revient, c'est est-ce que je peux prendre une tisane, du citron, est-ce que j'ai le droit à, ou qu'est-ce que tu penses de marcher, faire un sauna, etc. pendant le jeûne. Mais la question, elle est simple en fait, c'est de voir que nous, dans nos stages, on part d'une base où on veut garder le jeûne dans sa philosophie et dans son processus naturel, en donnant au corps la possibilité de se réguler lui-même. Et c'est le principe, c'est vraiment l'essence, la philosophie du jeûne. Donc on va être le moins interventionniste possible. Mais on ne va pas s'interdire d'intervenir quand c'est nécessaire et en fonction, donc pour répondre aux besoins, à l'intention de la personne. Donc aux deux extrêmes de ce schéma, j'ai mis le jeûne non interventionniste et le jeûne complètement interventionniste. Le jeûne non interventionniste, il a été vraiment identifié, investi et théorisé par les hygiénistes. Donc, il s'agit d'un repos total, ce qu'on ne fait pas en stage, donc de rester au lit, de boire que de l'eau. Et ce qui est intéressant dans ce type de jeûne, c'est que la descente se fait par palier. La date et la durée du jeûne, dans l'idéal, ne sont pas préprogrammées, puisque le jeûne survient seulement au moment opportun, au moment où la descente alimentaire est terminée. Et donc, elles ne sont pas préméditées. La durée du jeûne n'est pas programmée, le jeûne s'arrête au moment où il doit s'arrêter. Pour toutes les raisons, notamment celles que j'explique dans l'audio sur rompre le jeûne. Si on est un tout petit peu plus interventionniste, eh ben on commence à partir à suivre le schéma vers la droite. Donc ce serait un jeûne hygiéniste au repos, à l'eau, programmé, avec une date d'entrée et de sortie fixée par avance. C'est déjà imposer quelque chose au corps tel qu'il n'a pas forcément prévu. Avec la petite nuance que quand on se programme des dates, le corps le plus souvent en est informé et finalement il va s'auto-caler dessus. En intervenant un petit peu plus, on va garder la même base en méditant. Ça veut dire qu'on va déjà apporter une action qui va un petit peu orienter l'énergie vitale, qui va l'occuper à un moment où elle aurait peut-être été consacrée à autre chose. On peut imaginer qu'en pourcentage, elle va être largement encore dédiée au processus spontané de détoxination, mais une toute petite partie va être quand même dédiée à de la méditation. Mais là, on reste quand même très soft dans l'interventionnisme, évidemment. Et petit à petit, en se déplaçant sur le schéma, on va de plus en plus augmenter ce pourcentage d'énergie vitale qu'on va réorienter de son activité spontanée et naturelle. Alors, c'est absolument pas scientifique, hein, c'est vraiment une proposition et c'est plutôt pédagogique pour laisser imaginer quelles sont les interventions les plus intenses pour le corps. Mais après la méditation, si on garde une base de jeûne au repos et qu'on prend une tisane non médicinale, donc une plante qui ne va pas avoir une influence forte, surtout une influence sur les émonctoires, parce que c'est eux qui vont être sollicités en jeûne, mais pas toujours, pas tous les émonctoires en même temps, et pas toujours le même émonctoire de jeûne en jeûne. Vraiment, le corps a besoin de travailler un endroit en particulier. Donc une tisane non médicinale, un peu plus au-delà, prendre un bouillon par exemple, ça va un petit peu stimuler le tube digestif et l'absorption, ce qui n'est pas en soi prévu dans un jeûne, d'absorber.
Ensuite, une tisane médicinale ou de l'eau citronnée. Et un petit peu plus loin, j'ai mis avoir une activité intellectuelle, mais plaisir, intuitive. C'est déjà se redresser, réfléchir, faire fonctionner son cerveau, mais de manière assez légère et plutôt sur le côté créatif et intuitif. Donc ça va moins demander d'énergie, voire même ça peut vraiment accompagner le processus du jeûne par la détente, par la libération d'émotions, etc. Un peu au-delà, j'ai mentionné les massages, je pense aux massages doux, pas aux massages énergétiques, et les drainages par exemple, qui à la fois vont stimuler un petit peu sur la zone périphérique, derme, épiderme, hypoderme, les fascias, les muscles, et le système lymphatique et sanguin. Donc il va y avoir une action, c'est certain, mais d'un autre, on accompagne aussi une partie des processus. Surtout si c'est fait à un moment donné où le corps en a particulièrement besoin. C'est toujours intéressant, par exemple avec une bouillotte, d'accompagner le travail du foie au moment où ça a lieu avec certains symptômes, ou le travail du rein, là ce serait pareil en fait, de faire un drainage à un moment opportun. Pourquoi pas? Mais ça reste un décalage sur notre schéma. Ensuite, le soin de brossage, un petit peu de la même façon, se brosser à sec, ce qu'on appelle le café du jeûneur, ça va entraîner une augmentation de la circulation sanguine au niveau de l'épiderme, du derme, et une forme de stimulation. Donc ça va déplacer l'énergie vitale, c'est certain. Ça apporte d'autres choses. Une activité respiratoire ou physique quand l'énergie est disponible, avec une activité respiratoire et physique intuitive et douce. On n'a pas encore traversé le centre du schéma, on est encore dans quelque chose de très doux. Et quand l'énergie est disponible, ça veut dire que c'est vrai que des fois, même quand on jeûne au repos, tout d'un coup, on va avoir une énergie qui va permettre en fait d'avoir une activité physique, qui va donner envie de sortir marcher, de se défouler ou de faire un qigong, un yoga. Ça va être disponible à ce moment-là et c'est pas vraiment envisageable, c'est pas vraiment prévisible en fait. C'est une énergie qui s'extériorise, qui peut aussi avoir envie d'être en contact avec les autres. Eh bien, ça peut être intéressant de le respecter aussi à ce moment-là, de manière très spontanée. Le centre du schéma est un lieu d'équilibre, pragmatique en fait, pédagogique aussi, et philosophique, qui nous enseigne qu'en fait, dans un jeûne vitaliste et holistique, qui serait individualisé à chaque personne, tout en soi peut être utilisé si ça répond à un besoin de sécurité ou à une intention. J'ai parlé par exemple dans la première vidéo du jeûne alimentaire. Pour rappel, c'est le seul fait de ne pas manger. Et ça peut être lié à des circonstances, par exemple de rupture, de pénurie d'aliments. Ça peut être ne pas manger parce qu'on doit prévoir une opération chirurgicale, parce qu'on fait une grève de la faim, ou simplement parce qu'on se dit, voilà, ce soir ou une journée par semaine, je vais ne pas manger sans avoir d'arrière-pensée, de détox ou de quoi que ce soit, simplement pour mettre au repos le tube digestif et tout le reste, tout ce qui est impliqué dans le fait de manger. Eh bien, ce jeûne-là, qui a peu d'arrière-pensée, vous voyez qu'il peut se placer à plusieurs endroits en fait. Oui, on peut le faire au repos, mais a priori, on va plutôt continuer ses activités du quotidien, parce que la seule idée, c'est de ne pas manger. Et on va pouvoir prendre des tisanes, on va pouvoir, si on veut, avoir tout type d'activité qu'on aurait habituellement. Dans un jeûne à vocation spirituelle,
Je pense que beaucoup de choses peuvent rentrer, et donc on peut se situer à différents endroits du schéma, dans le sens où il y a une multitude de spiritualités. Moi, j'aurais plutôt tendance à être dans une forme de sobriété et de le rapprocher au maximum du jeûne vitaliste, holistique et peu interventionniste, mais quelques activités qui pourraient correspondre à la partie droite du schéma qu'on va voir. Mais il y a certaines spiritualités qui sont très interventionnistes et qui pourraient avoir envie d'agrémenter le jeûne de pratiques qui sont assez intenses pour le corps. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, mais en tout cas, ça existe. Donc dans ces jeûnes-là, dans l'absolu, tout peut être utilisé à condition que ce soit au service d'une orientation spirituelle et pas forcément d'un rationnel intellectuel, pas toujours très fondé scientifiquement d'ailleurs. Donc, si on est dans la partie droite du schéma, elle est un petit peu symétrique de l'autre, pas exactement, mais là où on était plutôt dans de l'instinctif et dans la douceur, on va plutôt forcer à avoir une activité respiratoire forcée, comme de l'hyperventilation, comme la biorespiration qu'on pratique en stage. Et donc là, on est d'accord, en fait, c'est au moment donné de l'activité un détournement de l'énergie vitale qui était en train de faire autre chose. Du côté ventilatoire, respiratoire, et en fait, ça englobe beaucoup d'autres choses. Sans doute aussi les reins, mais le cérébral, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Et c'est une respiration qui est assez exigeante, donc elle est une forme d'intervention, mais qui d'un autre côté apporte beaucoup au processus du jeûne. Donc elle a cet aspect ambivalent. Par contre, j'ai pas vu, moi, et je pense pas que ce soit le cas, de personnes épuisées après avoir fait la pratique ou de processus de jeûne interrompu. C'est plutôt de processus de jeûne interrompu après cette pratique, alors que ça peut être complètement le cas après un sauna, après même rien qu'une douche en fait, ou après une marche même courte. Donc ce que je veux dire, c'est que à la fois c'est certes interventionniste et ça détourne l'énergie vitale, mais j'ai jamais vu de retour de bâton comme d'autres pratiques et d'autres activités qui épuisent vraiment les personnes avec une inversion énergétique derrière très inconfortable, comme une réponse du corps en fait. J'ai mis à peu près au même niveau que ces activités respiratoires un travail thérapeutique sur les émotions. Ça va aller chercher beaucoup plus loin que une activité intellectuelle, intuitive ou créative. Et donc ça va nous détourner un peu plus dans le centre émotionnel. Voilà, c'est discutable, on pourrait peut-être le mettre de l'autre côté. Moi, je l'ai mis là. Un peu plus loin, on a une activité intellectuelle demandant un effort et utilisant la raison. Donc si on se met à faire à travailler, à réfléchir, à essayer d'apprendre des notions et des données. Et ensuite, je place l'activité physique forcée, demandant un effort qui peut essouffler aussi, et intervenant à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à un moment où on sent que ça travaille, ou à un moment où on a besoin de repos, s'obliger à partir et à marcher ou à avoir une activité physique, et forcer le rythme ou forcer la durée. Alors sur le coup, on va avoir l'impression qu'on le vit bien, parce qu'en fait l'énergie vitale va être détournée des processus de jeûne pour se consacrer à l'activité physique. Donc on ressent moins l'inversion énergétique, donc on se sent moins fatigué, mais
ça travaille moins aussi à l'intérieur. Et juste après, j'ai placé les actes drastiques qui sont faits à partir de l'intellect, du mental, de je décide que mon corps a besoin de ça, qui sont toutes les purges et la prise de compléments, etc. Et donc à l'extrémité du schéma, c'est un jeûne tout à fait interventionniste, c'est-à-dire où on associerait plusieurs de ces pratiques, l'activité physique, des purges, du jeûne sec, voire des compléments alimentaires en plus, et qu'on programmerait tout ça. Il y a des personnes qui décident de jeûner sec un jour sur deux. C'est un jeûne extrêmement maîtrisé, contrôlé, de façon donc très intellectuelle. Donc on ne fait pas un jeûne de cet aspect intellectuel-là. Alors on peut ne pas avoir soif pendant quelques heures, et bien dans ce cas on ne va pas se forcer à boire. Mais ça se passe de manière très surveillée et attentive à savoir s'il s'agit d'une vraie absence de soif ou d'un dégoût de l'eau. Il faut vraiment y veiller, mais programmer un jeûne sec un jour sur deux, moi ça m'a jamais semblé cohérent avec la philosophie du jeûne, de même que programmer un jeûne sec sur plusieurs jours sans respecter sa soif. Je n'ai pas placé sur le schéma la prise de jus de légumes, parce qu'en fait, en fonction de chacun et en fonction du jeûne, on pourrait le situer à plusieurs endroits, selon moi. Ils peuvent être bien indiqués d'un côté ou de l'autre du schéma. Donc parfois, ça va bloquer le processus de jeûne, surtout si c'est pris de manière systématique. En fait, parce que comme pour chaque intervention, ça va détourner la force vitale. Mais dans certains cas, ça peut relancer la détoxination. Donc surtout, ça s'adapte à chacun en fonction de la pathologie et du terrain et des attentes. Quand on prend un jus, on n'est plus dans un jeûne au sens strict. C'est important de le rappeler, mais ça peut quand même s'inscrire dans cette démarche, en interrompant le jeûne donc à chaque prise. Voilà, comme je disais, ce schéma est une proposition, une autre façon de voir les choses avec cet éventail. Il est parfaitement discutable, il peut être aussi nuancé entre une activité physique très douce ou particulièrement forcée et différents types d'activités physiques modérées qui peuvent se dispatcher sur le schéma. Et c'est pareil pour l'activité intellectuelle, etc. Donc il n'est pas là pour fixer des cases. À ma connaissance, il a bien parlé aux personnes à qui je l'ai présenté la première fois, donc j'espère que c'est votre cas aussi, et je vous remercie d'avoir écouté. À bientôt.